Le pouvoir constituant. Donc, le pouvoir constituant, c'est quoi? C'est cette espèce de pouvoir originaire qui établit dans un nouvel État euh, les bases de l'ordre juridique étatique. Et ça s'oppose donc au pouvoir constitué qui est celui qui est établi en vertu de la Constitution faite par le pouvoir constituant. Donc celui-là, il peut être ou fonctionnel ou organique comme les services publics, c'est exactement la même chose. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes de pouvoir constituant. C'est donc ou alors c'est le roi qui prend l'initiative et alors il fait, ou alors il, pour une autre raison, il donne une charte constitutionnelle, ou il le fait en accord, par une sorte de contrat, en fait en pacte de gouvernement, si on veut, avec son peuple. Sinon, ça peut être l'initiative qui vient de la population, et dans ce cas, il peut y avoir soit un référendum, ou alors il peut y avoir une élection et eux sont chargés de faire une constitution, ou encore il peut y avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire d'abord on fait une élection et puis on fait un référendum et puis voilà, il s'inspire du référendum. Bon, évidemment, Tundal, il n'est pas partisan du tout des référendums, et donc il cite ici toutes les affaires avec De Gaulle, il dit voilà, c'est une loi démocratique, finalement c'est des plébiscites et on vote seulement pour la personne et pas pour le texte lui-même. Mais ça on redéveloppera plus tard dans la leçon 6, je pense. Euh, je vais peut-être un peu développer plus, parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, mais, et donc, oui, voilà. Alors la constitution, elle peut être soit formelle, soit matérielle. Mais est-ce que, enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ça? Enfin, qui comprend pas ça? Clochette. Euh, donc la constitution formelle, c'est le texte. Alors que la constitution matérielle, c'est c'est tout ce qui comprend, y compris dans l'état global, c'est-à-dire ce qui touche à l'organisation, au fonctionnement et à la composition des organes supérieurs de l'État et de tout ce qui est relatif aux droits et libertés fondamentales. Donc ça n'est pas obligé de se trouver physiquement dans la Constitution. Alors, et par contre, il y a aussi des trucs de la Constitution, des dispositions constitutionnelles qui ne sont pas qui font pas partie de la constitution matérielle. Et donc, par exemple, on a dans notre constitution, on a l'article 21 qui dit entre autres euh, que le mariage doit passer devant le truc civil, donc devant la commune. Et donc voilà, enfin, c'est quand même une règle assez importante de laïcité. Et donc, Tundal se pose la question, est-ce que c'est vraiment si important? Et donc on est permis de penser que c'est quand même essentiel. Mais et les autres exemples, c'est l'article 71, ah oui, 71 de la Suisse, avec, où ils disent l'État peut encourager la cinématographie, un truc comme ça. Et puis il y avait l'ancien article 32 de Constitution suisse où on disait, oui, euh, le cidre est interdit. Ah bon, voilà, on voit pas exactement ce que ça fait là-dedans. Mais après, il peut y avoir donc des coutumes constitutionnelles, et ça, dans la définition de Tondal, ce sont des pratiques qui paraissent indispensables au fonctionnement harmonieux des institutions établies par la Constitution. Et donc, on peut citer à titre d'exemple la démission du gouvernement après les élections, hein, le jour des élections, ou encore toute la procédure de nomination de ministres et de la naissance du gouvernement, donc voilà, qui n'est pas régie strictement par des textes, mais par des coutumes. Alors comment ça s'est déroulé en Belgique, la création de la Constitution? Dans un premier temps, donc, le 26 septembre 1830, on a créé le gouvernement provisoire qui avait sept ministres, si on veut, et deux secrétaires. Et ils ont nommé une sorte de commission qui s'est chargée de créer, avec comme acteur principal De Vaux et Nothomb, et donc ils ont très vite travaillé, mais ils ont très bien fait ça apparemment. Euh, et le 3 novembre, on a élu l'Assemblée nationale. Bon, c'est seulement 1% de la population qui vote puisque c'est majoritaire.
comment on dit ça, capacitaire, c'est pas comme ça qu'on dit, mais vous savez ce que je veux dire. Et, euh, et après, la Constitution, finalement, elle est adoptée pour la majorité le 7 février 2011, sauf ce qui touche au roi, parce qu'on attend qu'on choisisse, et on a choisi Léopold I, et on reviendra là-dessus, sur les raisons de ce choix plus tard. Euh, Ouais, alors après ça, donc il y a ah oui, oui, évidemment, comme chaque fois qu'on établit un nouveau régime, on supprime tout l'ancien, donc on a l'article 188 qui dit exactement ça, la Constitution, et puis l'article 187 qui prévoit que c'est bien le truc suprême, hein, de la hiérarchie des normes, et que donc ça ne peut pas être suspendu ni en partie ni en totalité. Et après ça, on a la révision. Comment on révise ces trucs? Donc on a un système assez rigide et qui s'opère en 3 temps. Actuellement, c'est en cours de modification éventuellement. En tout cas, ça a déjà été voté à la Chambre, la révision, je vais en parler un peu. Mais donc en premier temps, on a la déclaration, donc les 3 branches du pouvoir législatif, comme défini par l'article 36 de la Constitution, c'est-à-dire euh, la Chambre des représentants, le Sénat et le roi, ensemble, doivent faire une déclaration identique euh, de révision constitutionnelle. Là, c'est voté majorité simple, enfin majorité ordinaire, absolue, on va chaque fois utiliser ça. Et alors, on s'est posé la question, est-ce que par contre, un gouvernement démissionnaire peut voter une déclaration? La réponse est, enfin, peut faire un consensus sur une déclaration. Euh, donc, dans un premier temps, on avait eu un précédent où ça s'était passé dans le gouvernement Bounans. Et alors, on avait nommé en 74 un sort de collège euh, de, de- de- de juristes constitutionnalistes qui avaient décidé que c'est la raison pour laquelle on avait pu le faire, c'était parce que c'était une continuation, un aboutissement des affaires du gouvernement quand il avait encore la confiance. Donc un peu comme si on veut avec les affaires courantes où ils peuvent effectivement aboutir de ce qu'ils avaient déjà commencé. Euh, mais Attendal ne voit pas vraiment pourquoi il ne pourrait pas, parce qu'effectivement, par définition, est-ce qu'ils ont besoin de... Enfin, le gouvernement d'affaires courantes, il n'a pas la confiance, mais par définition, les déclarations doivent être identiques. Et donc, il ne peut pas vraiment trahir la confiance du Parlement dans ce sens-là. Et effectivement, en 2010, on a le gouvernement Renders, le terme Renders, on va plutôt dire ça comme ça, qui, fait un référence et qui signe la déclaration, en référence de jurisprudence. Alors, on a pas tout est révisible, on a une sorte de notion d'intangibilité, c'est évidemment purement théorique, puisque si on a envie de modifier quelque chose, c'est le principe de démocratie de base, qu'on puisse le faire. Et donc voilà, on a plusieurs trucs intangibles. On a par exemple l'article 79.3 de la loi fondamentale allemande qui prévoit effectivement que les droits et libertés fondamentales ainsi que le fédéralisme c'est intangible. De même dans la constitution grecque, on a le fait qu'on ne peut pas on peut pas attribuer des titres, des privilèges, l'égalité des Grecs qui est intangible et le fait que leur organisation politique ce soit en une république parlementaire, tout ça, ça ne peut pas être modifié. Chez nous, en Belgique, ce qu'on a, c'est l'article 196 qui prévoit qu'en temps de guerre ou en temps d'impossibilité de réunir les chambres, on ne peut pas modifier la constitution, et donc c'est pour éviter les genres de trucs comme les régimes pétains et tout ça. Et l'article 197 qui prévoit qu'en temps de régence, on ne peut pas modifier tout ce qui touche au roi. Après l'introduction, alors est-ce que les perspectives quels sont les problèmes maintenant de l'ancien système très rigide? C'est que finalement on est toujours, les chambres sont toujours constituantes déjà depuis genre 30 ans. C'est ça le mode de dissolution classique des chambres. Et donc cette procédure qui était supposée être d'exception elle est toujours utilisée. Et puis le débat qui avait lieu. Ah oui, j'ai complètement sauté toute une partie. La deuxième étape de la révision, c'est la dissolution, et donc les chambres sont dissoutes. Ah,
Et ce qui se passe, c'est que dans les 40 jours, on a un arrêté royal qui convoque des électeurs, et dans les 2 mois, on a un arrêté royal qui a réuni les chambres. Et donc l'idée, c'était de permettre un débat de la population sur les révisions constitutionnelles proposées. Mais ce débat n'a pas vraiment lieu. Et puis aussi pour éviter qu'on fasse ce genre de révision à la légère. Et puis le troisième temps, c'est la révision proprement dite. Et dans la révision proprement dite, donc on fait là une double majorité, 2/3, quorum et vote. Et par contre,